Chemba ni Chaya Kidasi Bangana. Pays d'Afrique centrale, dont la géographie particulière le fait appeler le pays des 1000 collines, le Rwanda laisse penser qu'il a été façonné par Dieu lui-même. Mais si Dieu semble s'être intéressé à la terre, il a oublié les hommes. De nombreux conflits et un génocide ont à jamais rougi la terre de ce pays. Coincé entre les plus grands, ce petit État africain peuplé d'environ 12 millions d'habitants souffre depuis trop longtemps de ces querelles intestines qui opposent les Hutus majoritaires et la minorité Tutsi. Celle-ci, durant plusieurs siècles, avec l'aide des colonisateurs, va imposer une domination sur la région. En 1959, de violents affrontements opposent les deux ethnies. Les Tutsis fuient en masse vers l'Ouganda. Après l'indépendance du Congo voisin, la Belgique déploie des paras à la frontière. Je ne suis arrivé en Afrique qu'en 1961. Avril 61 à Uzumbura, Burundi. Les événements survenus au Congo quelques mois auparavant donnent un espoir évident aux populations locales d'acquérir le plus rapidement possible le statut d'indépendant. Nous étions cantonnés au bord du lac Tanganyika, dans un village nommé Nyanza-Lac. Notre mission consistait donc essentiellement à apaiser les deux camps et faire en sorte que ça ne se traduise pas par un massacre. In 1962 is ook Rwanda onafhankelijk, maar behoudt het land een goede relatie met België. In oktober 1990 gaan de vluchtelingen in Oeganda over tot een gewapende aanval in het noorden. Het ergste wordt gevreesd voor de stabiliteit van het land. De 7000 rebellen rukken snel op tot aan de hoofdstad Kigali. President Habyarimana richt zich tot zijn Belgische vriend en vraagt een militaire tussenkomst om de indringers te verdrijven. Eerste minister Wilfried Martens meent dat het een inmenging zou zijn in binnenlandse aangelegenheden en weigert categoriek. Habyarimana richt zich dan maar tot Frankrijk. President François Mitterrand stelt 2 compagnieën soldaten ter beschikking om de luchthaven van Kigali te beschermen met het oog op de evacuatie van de staatsburgers die dit willen. België beslist dan om 500 militairen te sturen naar Kigali, officieel in het kader van een humanitaire operatie om de 1630 Belgische onderdanen te beschermen en indien nodig te evacueren. De 500 manschappen vertrekken op 4 oktober naar Kigali. Operatie Green Bean is begonnen en duurt 4 weken. Dans le cadre de cette opération humanitaire, cette mission de défense d'aérodrome et de l'axe vers la ville est vitale, puisque si l'aérodrome ou l'axe est aux mains de l'ennemi, il n'y a plus d'opération d'évacuation possible. Il y a le 2e bataillon commando qui est au complet. Il a été renforcé par une compagnie du 3e bataillon parachutiste, qui est le 2e bataillon qui était sur le rôle, disons, intervention sud pour le moment. Il a aussi été renforcé par le peloton de reconnaissance de Stockholm qui est prévu dans le dossier Intervention Sud avec 4 sections de 2 jeeps de reconnaissance avec mitrailleuses. Alors il y a bien entendu en dehors de cela quelques petits détachements qui sont rattachés au détachement d'intervention pour des missions spécifiques. Ik herinner mij nog de avond daarvoor, wij waren vrij, wij waren naar de cinema geweest in Turnhout met enkele andere soldaten. En toen er plots iemand kwam zeggen tegen ons, ja, blijkbaar moeten we naar Rwanda vertrekken. Ik geloofde daar geen snars van. Maar 24 uur later zaten we op het vliegtuig richting Kigali. Onze functie was eigenlijk het vliegveld beschermen en bewaken. En ook de toegangswegen tot het vliegveld bewaken eigenlijk. En, wij waren daar eigenlijk om Belgen en ook Fransen te beschermen.
En mensen die eventueel terug naar België wilden, om dat ook allemaal in goede banen te leiden. Dat was het. Allee, ik weet me te herinneren dat dat eigenlijk onze functie was toen. We voelden wel vooral in het begin, voelden we wel zo'n vorm van spanning bij de lokale bevolking. Omdat, denk ik, toen er ook heel wat arrestaties gebeurden. En wij waren daar ook getuigen van. Wie gearresteerd werden, hebben wij hebben dat nooit geweten. Maar ik herinner me wel een paar incidenten waar we zagen dat er mensen waren opgepakt. En ik denk dat voor de mensen daar, dat er daar wel een angst leefde. Onze opdracht is denk ik voorspoedig verlopen. Wat was onze opdracht eigenlijk? Er was een avondklok of een nachtklok ingesteld. Dus 's avonds en 's nachts moesten wij het vliegveld vrijwaren, dus van mogelijke aanvallen, laten we maar zeggen. Dus wij waren allemaal ingegraven rond het vliegveld, zodat dan de vliegtuigen konden landen en opstijgen. En overdag zaten wij dus op de as van Kigali naar de ambassades. Dus de legionairs die zaten in de ambassades. En wij zaten op de as van Kigali naar de ambassades. En alle 4 dagen switchten wij van kruispunt om de verveling tegen te gaan. Ik herinner mij toch heel goed. Er werd een van de dorpen werd er een rebel uit zijn hut gehaald, laten we maar zeggen. Dat was een radioman van de rebel. En die werd in het midden van een kruispunt werd hij wijdbeens op zijn rug opengelegd. En ik herinner me nog die mannen, ik weet niet of dat de veiligheidswacht was van de presidentiële harde van Habyarimana, dat weet ik niet meer. Maar ik herinner me wel nog dat die mannen wel tekeer gingen. Bijvoorbeeld met de lader van de Nuzi ging die tekeer op het gezicht van die neger, dat herinner ik me nog. Dus, en ik heb ook een keer in de middag gezien dat ze waarschijnlijk ook een rebel hadden opgepakt en die lieten ze op zijn knieën constant rond een boom lopen. En als het dan van zichzelf ging, gooiden ze wat water op hem. Je kon van in de verte zien dat zijn knieën aan het bloeien waren. Die dingen heb ik wel gezien. Les évacuations de ressortissants se font sans problème majeur. Nous avons 2 petits-enfants et on ne se sentait plus tout à fait en sécurité. Surtout avant-hier, la nuit, il y avait des coups de feu partout. Lorsque les paras reçoivent la mission d'aller rechercher les ressortissants encore présents dans la région de Gisenyi et Ruhengeri, la presse belge se montre très critique, accusant le gouvernement de protéger le pouvoir en place. Des avions belges, à l'époque je crois même la Sabena, débarquaient du matériel et on approvisionnait les forces armées rwandaises avec des grenades que nous n'avions même pas, un modèle qu'on ne connaissait pas, des PRB. J'étais gestionnaire de ménage et là, à ce moment-là, je sortais assez souvent pour l'approvisionnement classin de la viande fraîche ou des légumes frais surtout au Rwanda et de la bière. Et une fois, j'ai été choqué en allant à la brasserie et un de nos correspondants nous avait dit « Oui, mais ne faites pas attention à cette dame, secrétaire ou je sais quelle fonction, mais elle est de l'autre ethnie. » Et là, j'ai senti qu'il y avait entre eux une réticence. Le 24 octobre, le journal de Morgan annonce la parution d'extraits d'un courrier du roi Baudouin adressé au Premier ministre Martens, lui demandant de faire intervenir les paras au Rwanda pour y assurer la protection des ressortissants, mais aussi dans le but de soutenir le régime en place d'Habyarimana. Le gouvernement décide alors de ramener les troupes au pays. Le 28, les paras rentrent au pays, laissant sur place les soldats français qui, eux, resteront jusqu'au calme retrouvé, affirme leur président François Mitterrand. Le peuple et les dirigeants rwandais ont le sentiment que la Belgique les abandonne dans ce moment difficile. Pendant ce temps, les forces armées rwandaises repoussent les rebelles du Front patriotique vers l'Ouganda. Nous allons terminer notre mission. S'il faut foncer jusqu'à la frontière, nous allons toujours foncer. Ça, rien à faire.
nous sommes venus pour travailler et non pour s'amuser. Ça, je le dis et je le déclare. La paix reste cependant éphémère et début juin 1992, le FPR lance une nouvelle attaque. Leur avancée rapide est une nouvelle fois stoppée par les phares avec l'aide des troupes françaises. Le 12 juillet, un cessez-le-feu est signé à Arusha, en Tanzanie. Contrairement à 1991, le FPR ne doit pas retirer ses troupes des territoires qu'il occupe, ce qu'il perçoit comme une victoire. Pressé de retirer ses troupes de ce qui pourrait devenir un véritable bourbier, le président François Mitterrand demande et obtient de l'ONU le déploiement d'une mission d'observation. Le 31 juillet 1993, le roi Baudouin décède d'une crise cardiaque, plongeant la Belgique dans une profonde tristesse. Il est remplacé par son frère Albert, qui prête serment devant les Chambres réunies le 9 août 1993. Le 4 août, le gouvernement de la République rwandaise et le FPR de Paul Kagame signent les accords de paix d'Arusha. L'ONU approche la Belgique le 14 octobre 1993 pour lui fournir un bataillon de 800 casques bleus afin d'assurer la mise en œuvre des accords de paix. Finalement, après plusieurs discussions, ce seront 450 casques bleus et pas un de plus. Le gouvernement désigne le 1 paradediste pour commencer la mission qui s'appellera UNAMIR. Quelles étaient les missions de cette force internationale neutre? La première phase consisterait à sécuriser la ville de Kigali, son aérodrome, ses bâtiments publics, mais d'y amener aussi les mandataires politiques du Front patriotique rwandais qui allaient participer à la mise en place de ce qu'on appelait le gouvernement transitoire à base élargie. Il fallait aussi essayer de saisir un maximum d'armes et de munitions qu'on savait être présentes dans la capitale. Voilà pour la première phase. La deuxième phase, qui allait également durer 3 mois, consisterait à surveiller l'application et la mise en œuvre du cessez-le-feu. La troisième phase consistait, elle, à démobiliser les rebelles et à intégrer, d'une part, les forces armées rwandaises et d'autre part, les forces du Front patriotique rwandais dans une nouvelle armée. Et on allait appeler cette armée l'armée nationale rwandaise. Enfin, la quatrième phase, qui allait durer également une dizaine de mois, était prévue pour pacifier le pays en attendant la tenue d'élections libres qui était prévue le 31 octobre 1995. La Belgique s'est proposée pour fournir le bataillon à Kigali, mais mon bataillon ne comptait qu'environ 420-450 personnes. Et il fallait des spécialistes pour nous accompagner, il fallait des pilotes d'hélicoptères avec la maintenance hélicoptère, il fallait des médecins de différents échelons, tout ce que ça impliquait d'infirmiers, pharmaciens. Il fallait des logisticiens, également de différents échelons. Il fallait des troupes de transmission, notamment pour assurer les liaisons à longue distance. Et donc, chaque fois qu'on ajouterait un spécialiste à mon détachement, si on limitait le nombre de mon effectif, eh bien, j'allais devoir laisser des parachutistes ici à Dist. Et c'est ce qui s'est produit. Nous nous sommes installés à Kigali, là où c'était prévu depuis la reconnaissance. Et cet endroit, c'était le stade Amahoro, ce qui veut dire paix en français. Stade Amahoro qui était situé dans la partie nord-est de la ville, à Rutongo. Et entre le 18 novembre, quand mes premiers éléments ont débarqué, et le 20 décembre, quand mes derniers éléments sont arrivés, nous étions regroupés, comme prévu, au stade Amahoro. Mais du fait qu'on a réduit l'effectif et que donc on a introduit la notion de second bataillon fourni par le Bangladesh, le général qui nous commandait a souhaité couper la ville de Kigali en deux, en créant une limite interbataillon, ce qui était tout à fait normal. En ce qui me concernait, mes hommes et moi, nous avons pris nos quartiers dans la partie sud de Kigali.
Et ça impliquait un déménagement. Donc nous avons dû quitter en pleine opération un logement qui était prévu de longue date pour en trouver d'autres. C'est ainsi que, partant d'une seule location, le stade Amaoro, mon unité s'est retrouvée dans 14 cantonnements répartis dans la ville sud de Kigali. Deze verspreiding is niet zonder gevaar. De militairen van de medische dienst zijn zonder enige bescherming gescheiden van de troepen. Helikopterpiloten zijn ver van hun toestel en zijn zo goed als niet inzetbaar in geval van nood. Door hun installatie in de stad Kigali beschouwt de Rwandese bevolking UNAMIR voornamelijk als een Belgische missie. Het materieel waarover het bataljon beschikt is verouderd en in slechte staat. Het is voor het merendeel afkomstig uit Somalië, waar het zwaar op de proef gesteld werd. C'était des véhicules qui depuis 2 ans étaient en bordure de mer dans un pays aux températures torrides avec un air fortement marin qui attaquait les carrosseries et les moteurs. Et donc, ce charroi était dans un état indescriptible à son arrivée à Kigali. Het bataljon gaat snel aan het werk en start zijn missie om de stad Kigali te beveiligen. De inwoners en lokale burgers klagen over de agressieve houding van de Belgen. Malheureusement, les réactions ont fusé. Les expatriés nous disaient, mais le fait de vous voir patrouiller en ville avec des armes apparentes nous fait sentir qu'il y a un danger potentiel et que, en fait, Kigali est une ville dangereuse, presque une ville assiégée. Pourtant, le front est stabilisé depuis plusieurs années maintenant, à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de la ville. Nous n'y avions pas pensé. D'autres plaintes émanaient de la population locale qui nous demandait de façon insistante, mais pourquoi est-ce que vos patrouilles s'arrêtent devant ma maison? Pourquoi est-ce que vos camions stationnent sur mon terrain? Pourquoi est-ce que vos hélicoptères, à plusieurs reprises, ont survolé ma maison la semaine dernière? Et en ce qui concerne les armes et les munitions, eh bien, aussi vite que nous les avions confisquées et donc entreposées, aussitôt les coups de fil pleuvaient à l'état-major de la force, à l'état-major du secteur, à l'état-major du bataillon, avec toujours la même motivation. C'était soi-disant des officiers rwandais qui se rendaient chez eux ou qui se rendaient à leur travail en ayant avec eux leur arme de service. À la radio, ne racontez pas de conneries, on est écouté par les Français, les Rwandais. Pas d'attitude agressive, je vous rappelle. Sourire, ouais. Sourire. Smiling. La légitime défense qui prime. Donc si on vous balance des cailloux, ne répondez pas avec une rafale de mitrailleuse. Ah oui, t'as pas ne vendez pas de cailloux non plus. Na het voorzien van een veiligheidszone in de stad kan het bataljon zijn tweede missie beginnen. Conform aan de Arusha-akkoorden moet UNAMIR hulp bieden bij de repatriëring van een bataljon van het FPR in en rond Kigali. Dit bataljon moet bescherming en beveiliging bieden bij verplaatsingen van politieke autoriteiten van het FPR, die een rol zullen spelen in de overgangsorganen. Deze missie werd geleid door kolonel Marchal, commandant van de sector en het Belgische contingent dat het grootste deel van de troepen leverde, bijgestaan door Bengaalse blauwhelmen en Rwandese gendarmes. Donc nous sommes partis le 27 pour revenir avec eux le 28. On devait passer entre 2 grandes collines au nord de Kigali, où depuis des années je trouvais des malheureux qui étaient des réfugiés du nord qui avaient fui l'avance des rebelles et qui s'étaient posés là avec l'aide de la Croix-Rouge. Nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que demain on va pouvoir passer. Ça, c'était vraiment le sentiment que nous avions. Et lorsque le lendemain, après un début d'opération un peu chaotique, parce que ça avait commencé vers 5 heures du matin, on entendait des chants et on ne voyait pas à cause de la brume. Mais en fait, c'était ce bataillon FPR qui descendait des collines et qui chantait en approchant de la route. Et puis on a vu des jeeps et des limousines amener des politiciens importants. Et puis j'ai rencontré le commandant des forces en place qui était un certain Paul Kagame,
qui a harangué ses troupes avant qu'elles ne montent dans les autobus et dans les camions. Et puis, lorsque tout ce beau petit monde était finalement à bord des véhicules que nous avions prévus, on est parti en se demandant est-ce qu'on va pouvoir passer entre les deux collines. Et là, à notre grande stupéfaction, ces collines étaient physiquement noires de monde. Tout le monde dansait, tout le monde chantait, et on était acclamés. Plusieurs des participants à qui j'ai parlé ce jour-là m'ont dit mais on dirait l'arrivée du Tour de France. C'était incroyable, une joie incompréhensible. Het konvooi vertrekt moeizaam vanuit Mulindi, een stad in het noorden van Rwanda, vlakbij de grens met Oeganda en het hoofdkwartier van generaal Kagame. De missie wordt Clean Corridor genoemd, want het Rwandese leger had aan beide kanten van de weg een strook van 400 meter breed vrij moeten maken voor het konvooi dat vergezeld wordt van meer dan 80 voertuigen van UNAMIR en het ministerie van Transport. Veel van de voertuigen dragen de Belgische vlag. Bij aankomst in Kigali trekt het bataljon naar de gebouwen van het Centre National de Développement, het equivalent van het Belgische parlement. En wordt er meteen een verdedigingsvoorziening opgetrokken met hulp van UNAMIR. Met toestemming van generaal Dallaire volgt al snel het verbod dat er militaire vliegtuigen over het kantonnement vliegen, waardoor het vliegtuig van president Habyarimana maar over 1 piste meer beschikt om op te stijgen. L'arrivée du bataillon FPR aujourd'hui va permettre de mettre en place le gouvernement de transition à base élargie. Donc pour le moment, les militaires ont fait leur part du travail. Maintenant, ce sont les politiques qui sont appelés à prendre en main leurs responsabilités. Et là, on a vu le nombre d'escortes s'accroître de façon exponentielle. On a essayé de faire face à cette situation où on était vraiment en grand écart presque en permanence, tant le nombre d'escortes était grand. Et puis le temps a passé et nous n'avons pu constater qu'une seule chose, c'est que d'un côté comme de l'autre, tant du côté des autorités en place que du côté des notables du FPR, il n'y avait pas réellement de volonté de faire avancer la chose et de faire réussir les accords d'Arusha en ce qui concernait cet établissement de ce gouvernement transitoire. Le sentiment anti-belge et la propagande émise par Radio 1000 Collines n'impressionnent pas les paras qui en ont vu d'autres en Somalie. Des tracts sont régulièrement distribués dans les rues. Les tracts que certains répartissaient dans la ville et les propos haineux tenus sur la radio, notamment Radio 1000 Collines, oui, mais vous savez, lorsque vous rentrez de Somalie et que vous assistez à ça, ça ne fait pas vraiment forte impression. Le 20 mars 1994, le colonel Leroy remet le commandement au colonel Dewey. Le 1 para est remplacé par le 2e bataillon commando de Flawin. Alain était très discret concernant ses missions, on ne disait jamais rien. Tout ce qu'il a dit, c'est que un père blanc était venu à la caserne et un peu leur expliquer, retirer la cassette Somalie, c'est pas la Somalie, tout va bien se passer. Et puis finalement, je crois qu'ils l'ont envoyé paître, ce bonhomme, disant oui, qu'est-ce que tu t'imagines, on sait très bien comment sont les Africains, il faut pas leur faire confiance, donc arrête de nous bassiner. Il a replié bagage et est parti. Lui voulait absolument partir parce qu'il ne cachait pas non plus. Il disait quand on part à l'étranger, on gagne quand même bien sa vie. Et comme il venait d'acheter une maison, il avait plein de projets. Donc voilà, il est parti tout à fait serein en me disant rien ne se passe. De toute façon, on relève les autres. Ils font du sport, ils vont nager, jouent au tennis. Et je me dis, mais enfin, en mission humanitaire, jouer au tennis, je me trouvais ça bizarre. Mais bon, voilà, sans plus. J'arrive à Kigali et là, il y a mon prédécesseur qui m'accueille et puis il nous dit, bien, on est parti. Je dis, mais est-ce que je peux avoir des munitions pour mon GP? Parce qu'en Somalie, on débarquait, on avait ces munitions
pour faire face au worst case. Là, il me dit, oh là, oh là, oh là. Ici, c'est pas la Somalie, c'est le Rwanda. Et pendant 15 jours, j'ai pas eu de munitions. J'ai zoné partout pour visiter tout, j'ai pas eu de munitions. Hein. Il m'a remis sa munition au moment d'embarquer dans l'avion. Donc on arrive au Rwanda, à Kigali, à l'aéroport, et donc on passe une nuit sur l'aéroport et on est un peu dispatché par petits groupes un peu partout dans la ville. Donc moi j'étais à l'école Don Bosco avec notre peloton. D'autres pelotons étaient ailleurs, on était tous un peu disséminés dans la ville. Au départ, la mission était relativement tranquille, entre guillemets. Je ne dirais pas qu'on est parti la fleur au fusil, mais enfin, c'était pas, et certainement pas un an après la Somalie, c'était considéré plus comme une mission nettement plus calme. Le 1 para d'ailleurs n'avait pas eu grand problème pendant toute sa période, de 4 mois je pense. Je crois que comme on avait un sentiment de sécurité assez élevé finalement, on n'a pas hésité pour des facilités à éparpiller les cantonnements de façon à avoir des gens partout et près des endroits qu'ils étaient censés surveiller ou près desquels ils étaient censés opérer. Quitte à fractionner des entités de combat qui, effectivement, le jour où il y a des problèmes, ne sont plus rassemblés et peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes, évidemment. À l'époque où je suis parti, je suis quand même né en Afrique, j'ai vécu en Afrique, j'ai été souvent en vacances en Afrique, dont 2 fois au Rwanda, à l'époque où mon père y travaillait. Et je me souviens d'avoir dit à mon épouse, cette mission, je la sens pas. Je la sens pas dans le sens où j'ai l'impression d'être assis sur un baril de poudre, l'image des cow-boys qui jouaient avec un bout de fer chauffé à dire on va faire sauter le baril. Mais j'ai eu cette impression-là en me disant c'est pas net, c'est pas normal, c'est vicieux comme ambiance. Le début de l'année 1994 commence dans la tension. Le 5 janvier, le président Habyarimana prête serment devant le président de la Cour constitutionnelle, conformément aux accords d'Arusha. Je jure solennellement à la nation de remplir loyalement mes fonctions. Aucun député ne prête serment à cause de l'absence d'une partie de ceux-ci, principalement ceux des partis de l'opposition. Je constate que le président de la Cour constitutionnelle n'est pas là. Je constate aussi, en second point, que aucun député du FPR n'est présent. Il est de mon devoir d'ajourner cette séance. De nombreux incidents éclatent dans le pays. Le 1er février, le journal Uitbelang van Limburg reprend les déclarations de l'émissaire spécial pour l'ONU, Jacques-Roger Boubou, qui déclare que « Tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle guerre civile au Rwanda. Des armes sont distribuées à partir de caches dans la région de Kigali et même au sein de la ville. À quoi peuvent bien servir ces armes, pensez-vous, alors que nous sommes supposés parler de paix ?» De retour d'un voyage à Kigali en mars, le ministre belge des Affaires étrangères, Willy Claes, admet que des réactions anti-belges totalement injustifiées surviennent de temps à autre, alors que patrouilles et escortes de casques bleus belges essuient des tirs isolés. Conscient de la tension qui règne, il ajoute encore « Il est minuit moins 5 à Kigali ». Toute cette tension n'est pas ressentie de la même façon par tous. L'attitude de la population, moi, m'a toujours semblé tout à fait normale. Je n'ai pas ressenti, en tout cas personnellement, d'animosité particulière ou au pire de l'indifférence, une certaine indifférence. Je me suis baladé le 5 avril pour aller distribuer les cartes d'identité et j'ai été surpris quand même par moments de ne pas me sentir à l'aise dans cette foule. Je suis allé sur une place dans Kigali où il y avait une pharmacie où qui était tenue par des Italiens que je connaissais. Et malgré tout, en sortant de la Jeep, j'ai eu un sentiment de
pas à l'aise. C'était une ambiance glauque, pas amicale. Je tombais mal, il y a du monde tous les jours sauf aujourd'hui. C'est la première fois qu'il n'y a personne en ville. Parfois, je rencontrais un peloton de Rwandais qui couraient, quoi. Alors, il y a eu plusieurs fois que le peloton, il arrivait plus vite sur moi et m'entourait. Et je me retrouvais au milieu du peloton, à courir à leur cadence au roadwork. Est-ce que c'était une façon de m'impressionner? Est-ce que c'était une façon de montrer leur force? Je ne sais pas. Sur le coup, comme je sais contrôler mes sentiments à ce moment-là, je faisais un peu le gars joyeux qui se faisait un plaisir de courir avec les Rwandais. Un jour, je vais en ville, à Kigali, au magasin d'électronique. La jeune fille qui me sert, elle me dit « Attention, monsieur, il va se passer quelque chose. » Moi, sur le coup, j'ai pris ça à la rigolade. Il va se passer quelque chose. Oui, mais quoi? Pouf, pas de réponse. Pas de réponse. Les bouches se ferment, les yeux se baissent. Il va se passer quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'on a encore fait, le détachement? Qu'est-ce qu'il a fait, le détachement? Il a fait un checkpoint trop agressif. Il a contrôlé des maisons. Il a contrôlé des gens. Il y a eu un accident de voiture. Il va se passer quelque chose. Het Belgische bataljon raakt geleidelijk aan gedemotiveerd. On ressentait très fort cette démotivation. Et je dirais, sans sourire, qu'on portait les armes pour ne pas les perdre. C'était plus un objet militaire. Chaque soldat avait son fusil, mais le but était surtout de ne pas le perdre. Il ne devait pas servir. Toute patrouille, les gars les appelaient les patrouilles Coca-Cola. Donc ça n'avait plus rien de guerrier. De stad wordt sporadisch opgeschud door incidenten. Vanaf in december was er reeds onrust in de stad. Er werden reeds regelmatig overvallen gepleegd en zelfs aanslagen en een moordpartij gebeurd. Dus eigenlijk dat de genocide werkelijk begonnen is de 7 april 's morgens of zelfs 6 's avonds schijnt het. Persoonlijk kan ik dat niet getuigen, want ik heb dat niet zien gebeuren natuurlijk. Op 6 april rond 20:30 wordt het vliegtuig dat president Habyarimana terugbrengt van Arusha neergeschoten boven de luchthaven van Kigali. In het vliegtuig zitten ook de president van Burundi, Cyprien Ntaryamira, de chefstaf van het Rwandese leger, generaal Nsabimana, en 3 Franse bemanningsleden. Radio RTLMC duidt bijna meteen daarna Tutsi-dignitarissen aan als de verantwoordelijken voor de aanslag. De zender wijst ook de Belgen die belast waren met de bewaking van de luchthaven met de vinger. Le 6 avril, c'est l'anniversaire de mon père. Et moi, j'étais allé courir en fin de journée, en fin d'après-midi au 6 avril. J'étais allé faire un cross d'une dizaine de kilomètres, tout seul, sans armes d'ailleurs. Donc c'est vous dire si nous avions un certain sentiment de sécurité. J'avais couru peut-être une petite heure ou une heure, je ne sais plus exactement. Je suis rentré au cantonnement, j'ai pris une douche, je me suis changé, je me suis remis en uniforme, etc. Et puis c'est à ce moment-là, j'ai donné un coup de téléphone à mon père pour son anniversaire. Et puis je me souviens, il m'a posé plein de questions bien sûr, je lui ai expliqué que tout allait bien, que c'était très calme, qu'il fallait surtout pas qu'il s'en fasse, que tout était très bien. Et puis en fait, moins d'une demi-heure plus tard, on a appris que l'avion présidentiel du président Habyarimana avait été descendu lors de sa phase d'approche sur l'aéroport de Kigali. Et puis tout a basculé extrêmement vite. Le premier message qui arrive, c'est venant de la compagnie installée sur l'aérodrome de Kanambé, venant du camp militaire, 2 boules de feu sont montées vers le ciel. C'est l'avion du président qui a été abattu. Et alors, ça a été très vite.
Il y a plus de renseignements qui sont arrivés en disant les carrefours sont bloqués, il y a des militaires à tous les carrefours importants, il y a des barrages, donc les infos arrivent. Et je me souviens qu'à un moment donné, on avait un C-130 qui devait venir. C'est la réaction du chef de corps qui dit « Eh mais attention, c'est le C-130 qui devait arriver pour le ravitaillement, etc. » et qui donne les ordres en disant « Écoutez, il faut détourner cet avion, il ne faut absolument pas qu'il atterrisse sur l'aérodrome. » Nous étions en fait dans l'avion le 6 avril qui suivait l'avion du président Biarimana, dont vous connaissez l'issue malheureuse. Donc notre mission était à l'époque de construire un campement pour les paracommandos qui se situait à côté de l'aéroport. Et donc nous avons été évacués vers le Kenya et seulement là-bas nous avons appris effectivement ce qui s'était passé. La veille des événements, oui, le major m'avait dit « Tu peux avoir quartier libre, donc tu peux promener. » Oh ben ça va major, je vais dormir. Ouais. Et ça commence à tirer. Donc on a entendu des pans par-ci, pans par-là. Donc si j'ai souvenir, c'est pour une grenade qui avait pété à Pegasus. Et là directement le major Baudard il m'a dit « Pascal, lève-toi, il faut des guerriers pour monter de garde. » Alors je râlais. Je sortais, parce que c'était tellement les vacances. Donc là je ressors sans rien. Je me souviens, j'étais en chemisette, et puis là-bas au Rwanda il fait quand même assez frais quand même. Là j'ai mis mon pull anglais. J'avais pas pris mon gilet pare-balles, rien du tout. J'étais vraiment mon FNC pour dire que je suis là dehors, quoi. Et puis j'ai entendu ta. Là quelque chose qui m'a dit, va quand même chier ton gilet, mon casque et tout. Et puis là, ben ça commence à partir. On était la section qui était chargée de ramener les gens donc, qui pouvaient sortir le soir. Donc on devait ramener tout le monde au cantonnement, dans leur cantonnement pour minuit. Donc la journée on patrouillait, comme on dit, patrouille Coca-Cola. C'était assez relax. On n'a pas senti vraiment qu'il se passait quelque chose, en tout cas nous à notre niveau. Et à un moment donné, tombé assez vite dans le chaos aux soirées. On a été assez vite rappelé par le bataillon. La mission qui devait se terminer à minuit a été accélérée. On a ramené les gens en priorité dans les cantonnements et on est retourné de suite au nôtre à Dobosco. Vers 2h du matin, donc notre section a reçu l'ordre d'aller reconnaître l'épave de l'avion. L'avion qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais su arriver jusque-là parce qu'alors là, des barrages s'étaient installés. Notamment pas loin de l'aéroport, et on n'a jamais atteint l'épave. Donc à ce moment-là, on est coincé en 2 barrages. On a la chance de tomber sur le lieutenant Vermeulen qui nous a rejoints. On a essayé de négocier le passage, c'était relativement tendu. On était arme à arme en face des Rwandais, entre les 2 barrages. Je crois qu'on est resté facilement 3-4 heures là-bas avant de pouvoir bouger. Et d'aller vers le stade Amaoro. L'état des véhicules était tel que le nôtre n'avait plus qu'une vitesse. On s'est fait encercler et pris à partie par la population pendant encore une bonne heure et demie, facilement à une centaine de mètres du stade Amaoro. La population était de plus en plus agressive, les militaires autour aussi. Il y avait quelques meneurs, des agitateurs. Je veux dire, on a négocié, je crois que ça a duré plus d'une bonne heure avec le commandement pour qu'on vienne nous aider, pour qu'on puisse quitter là. À un moment donné, la tension était telle qu'on a dû ouvrir le feu. Donc on a ouvert le feu en section et on a reculé par bon appui-feu jusqu'au stade Amaoro. J'ai dû foncer à travers le barrage, ouvrir le feu en direction des gens qui s'apprêtaient à nous lancer des grenades. Et la section qui se trouvait là a immédiatement réagi en ouvrant le feu sur les hommes qui nous tiraient dessus d'abord, parce qu'il y avait des militaires et il y avait des gendarmes aussi, et la foule, des hommes armés de grenades. Alors, nos hommes ont décroché et ont sauté au-dessus de la barrière du stade Amaoro pour se réfugier à ce moment-là à l'intérieur du stade. Bon, les Bangladis ne savaient plus rien faire à ce moment-là, évidemment. Mais pas un seul coup de feu n'a été tiré par l'armée du Bangladesh. Wel, de 7e 's morgens, zoals ik reeds verteld heb, ben ik rond 4:30 heb ik het hotel verlaten richting luchthaven. Waar dat ik nooit ben toegekomen, omdat ik halverwege onder vuur ben genomen door een zware mitrailleuse die enkele honderden meter verder stond. Op de weg naar het vliegveld.
Daar waar de conducteur ben genomen, was reeds de helikoptercrew aanwezig en ook een patrouille van de B-compagnie van het Paras, die ook onder vuur waren genomen, voordien door hetzelfde wapen. Wij zijn dan allemaal tezamen naar Don Bosco School, Eto, gegaan, waar dat de compagnie van de patrouille gevestigd was. Luitenant Lotin krijgt de opdracht om eerste minister Agathe Uwilingiyimana te escorteren om een toespraak te houden op de Rwandese radio. Hij wordt aan verschillende versperringen tegengehouden, maar raakt uiteindelijk tot bij de woning van de eerste minister. Hij meldt over de radio dat er een panzerwagen op hem gericht staat. Iets later wordt zijn jeep geraakt door schoten van het VAR en worden de 9 mannen die hem vergezellen onder vuur genomen met granaten. Hij is geblokkeerd in de woning van de eerste minister, die vermoord wordt tijdens haar poging om via haar tuin te gaan schuilen bij buren. Luitenant Lotin brengt de commandant van het bataljon, kolonel Dewey, op de hoogte van het feit dat een Rwandese majoor, Bernard Ntouyaga, aanbiedt om de escorte terug te brengen naar UNAMIR als ze zich overgeven. De kolonel antwoordt dat hij mag onderhandelen over zijn vertrek zonder zich over te geven. De situatie ontaardt echter al snel. 3 paras worden ontwapend en op de grond gegooid. De groep is verplicht om zich over te geven aan majoor Ntouyaga. De situatie gaat volledig bergaf. Donc je suis dans l'endroit où il y a les communications. Et là j'entends tout plein d'informations. Oui, c'est l'avion du président qui a été abattu. Le groupe Airfield. Groupe Airfield, l'avion du président qui a été abattu. Le C-130 n'atterrira pas. C-130 n'atterrira pas. Bon, paf, paf. Et l'équipage du C-130, qui était en route vers l'aéroport, est bloqué. Puis j'entends, on est occupé à se faire désarmer. On va devoir rendre nos armes. Et je me dis, oula, oula. À ce moment-là, moi je sais qu'il y a des gens en patrouille, il y a des gens en ville, il y a des gens à l'extérieur en safari. Et tout à coup, la radio, ça grésille dans tous les sens. On nous parlait de gens qui étaient pris en otage. Oui, mais lesquels qui sont pris en otage? Ceux qui sont partis à Rutongo? Ceux qui sont dans la ville? Ceux qui sont à une garden party? Des gens sont désarmés. Des gens sont désarmés. Oui, mais oh là, des gens sont désarmés. Il faut prendre des positions de combat, il faut préparer les positions. On a sorti des bacs à sable, des sacs de sable, et en même temps, j'entends, on a mis en place des checkpoints rwandais. Les Rwandais occupent un tel carrefour. Les Rwandais empêchent les gens de passer là-bas. Et ils ne savaient plus quoi. Alors là, on s'est mis à dire, on en est où là? On est fini la tranquillité là. Cette nuit-là, Mespreuve, le SA, celui qui s'occupait des ressources humaines, il a passé son temps à faire des listes. On a récupéré un tel, oui, un tel est là-bas, on s'est allé le récupérer en allant par là. À 1h du matin, l'émission du lendemain arrive. Venant du secteur, comme si de rien ne se passait. Pourtant, il y avait des bruits, il y avait des tirs. En face de notre cantonnement, il y avait des pillages qui commençaient. Des pillages, on entendait les femmes hurler. Et en réalité, on était encore occupé à essayer de s'en sortir de ce qui s'était passé ou de ce qui avait débuté 4 heures auparavant. Et là, paradoxalement, venant du secteur, c'était, il y a des missions, des nouvelles missions, des missions qu'on ne faisait pas comme d'habitude, et on devait tout faire ça, et pas de changement dans les règles d'engagement. Lotin n'aurait pas dû partir pour la mission d'Agathe. Mais le hasard, la bonne étoile de Lecomte, a voulu que c'était l'autre groupe qui devait faire la mission. Par après, on peut en parler longtemps de cette mission de Lotin. Moi, ce que je sais de la mission Lotin, c'est que, avec le colonel Dewey, je suis un des derniers à avoir parlé avec le groupe Lotin. On a entendu à la radio effectivement que la section du lieutenant Lotin qui se trouvait à la résidence de la première ministre avait des problèmes puisqu'il avait dit dans le réseau radio qu'on lui demandait de déposer les armes et de les accompagner et d'accompagner des Rwandais
et d'arrêter de protéger la première ministre. Maintenant, à quel moment l'a-t-on appris dans le réseau radio, ça je ne sais plus. Tous les incidents qui ont eu lieu la journée du 7 avril, je les ai en mémoire. Ça va depuis tout simplement, une patrouille vient de se faire tirer et est obligée de rentrer de force dans un cantonnement qui est fermé. Les gens sont désarmés en face de Rwandais, on a pris leurs armes, on a pris leurs véhicules. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où sont les pilotes de C-130? Où sont les pilotes du C-130? Ils étaient 10 heures auparavant ou 8 heures auparavant entre le Mille-Collines et l'aéroport. En temps normal, une demi-heure la route. Ici, pas possible de passer. Où sont-ils? Il y a à un moment donné la garde de la grille principale qui m'a fait appeler. Parce qu'un Rwandais se présentait à la grille et voulait entrer dans le compound. Bon, les consignes étaient claires à ce niveau-là. A priori, c'était non. Personne n'avait accès à part du personnel belge. Je suis arrivé à la grille. Il faisait sombre. L'éclairage public, bien sûr, ne fonctionnait pas ou peu. Et ce Rwandais m'a expliqué, et je l'ai vu dans une semi-pénombre, qu'il était blessé. Et il faisait signe comme ça. Il montrait son cou. Et bon, il a tellement insisté en disant qu'il était blessé que j'ai dit, bon ben ça, s'il est blessé, on va quand même le faire entrer, examiner la situation, et puis on verra ce qu'on fait. S'il est vraiment blessé, ben on agira. S'il n'est pas vraiment blessé, ben on lui demandera gentiment de faire demi-tour, et puis c'est tout. Alors on l'a fait entrer, et puis on s'est rendu compte en fait que ce monsieur avait pris un coup de machette sur le cou. Donc je ne sais même pas comment sa tête tenait encore droite d'ailleurs, mais il était très 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 grièvement blessé. Donc on l'a soigné comme on pouvait, puisque à Rwandex j'avais des brancardiers également, des infirmiers et un minimum de matériel médical. Pas de médecins, mais des infirmiers, qui ont immédiatement fait un pansement compressif pour arrêter une hémorragie, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, qui ont désinfecté, qui ont lavé, ils n'ont pas su suturer, tellement c'était grave et profond. Et puis, on l'a gardé chez nous. On n'a pas remis dehors dans cet état-là, bien entendu. Et puis, donc il a dormi, on lui a donné de quoi dormir. On s'est dit, à mon avis, demain matin, il sera peut-être probablement mort, ce qui n'était pas le cas. Et le lendemain matin, il s'est levé et il nous a dit qu'il allait quitter le cantonnement pour essayer de rejoindre l'hôpital. Alors là, on s'est rendu compte, effectivement, parce qu'entre-temps, on avait quand même perçu toute la tension qu'il y avait en ville, on en avait été averti par le réseau radio. Et on lui a dit, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il était Tutsi, tout de suite, et on lui a dit qu'il n'avait pas grande chance d'arriver vivant à l'hôpital s'il partait à pied dans cet état-là, il y avait un barrage à 200 mètres de Rwandex, on lui a dit qu'il n'avait pratiquement aucune chance. Et il a insisté pour partir en nous disant que s'il restait chez nous, de toute façon, il allait mourir, puisqu'il n'y avait pas de médecin, qu'alors il allait tenter sa chance. Et donc on lui a ouvert la grille, et il est parti. Il y avait un peu plus loin que Rwandex, un peu en direction de la ville, si je me souviens bien, il y avait un bâtiment de 1 ou 2 étages assez grand, dans lequel s'étaient réfugiés des Tutsis manifestement, et qui a été investi par des génocidaires, pas tout de suite, mais ils ont mis le feu à des pneus pour enfumer le bâtiment, pour obliger les occupants à en sortir. Et au fur et à mesure qu'ils sortaient, ils les tuaient à la machette. Effectivement, tout près de Rwandex. Mais nous ne sommes pas intervenus, une fois de plus. J'ai souvenir de Rwandais qui allaient se faire tuer, qui nous regardaient, l'air de dire, mais faites quelque chose, quoi. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. À un moment, on a voulu prendre le contrôle de l'aéroport, les Rwandais. Si on avait craqué là, c'était fermer la porte de sortie ou la porte d'entrée pour les renforts. En même temps, on avait été récupérer des gens un peu partout et certains étaient un peu en ce qu'on appelle en combat de stress. En parallèle de ça, il y avait des réfugiés qui arrivaient au poste de commandement. Il y a eu toute la grande discussion, est-ce qu'on les laisse rentrer? Est-ce qu'on laisse rentrer les réfugiés rwandais? Et puis après ça,
Après ça, il y a eu tout le brouhaha, il faut aller récupérer les gens. Il faut aller récupérer les dépouilles. Et vous savez que dans le groupe Lotin, il y avait des gens qui portaient le même nom. Il y avait 2 personnes qui avaient le même nom de famille, le même patronyme. Il y en avait un à moi, un opérateur radio à moi, et un autre. Et on ne savait pas lequel des 2 était avec Lotin. On ne le savait pas. Alors quand il a fallu se poser la question, mais qu'est-ce qu'on doit envoyer en Belgique comme rapport? Quelle famille prévenir? Ils portaient le même patronyme. Et ce n'est que fin de journée qu'on a su dire qu'il y avait. Et puis il y a eu... Oui, mais il y a 12 corps à la morgue. Il y a 12 corps à la morgue. Nous, il nous manque 10 hommes. Qui sont les 2 autres? Qui sont les 2 autres? Et les informations, elles arrivaient par des moyens de communication de l'ONU, par de l'info qui venait d'un officier, etc. Et puis, en fin de journée, paf, ce coup dans le poste de commandement. On tire dans le poste de commandement. Tout le monde dans la cave, sauf le minimum de personnes, et il faut survivre. On va même déménager le poste de commandement. Mais déménager comment? Les radios n'étaient pas sur les véhicules, le matériel n'était pas embarqué, on avait tous un matériel personnel, il n'y avait pas les moyens de transport, donc on a tout abandonné pour aller prendre position autre part parce qu'on était dans l'axe de tir. Et je peux vous dire que le coup, il y en a eu plusieurs, mais le premier coup dans le poste de commandement, c'était un brouillard. Hein. On a ressorti son casque. Hein. C'était un brouillard. Alors, et c'était un brouillard sur les lits, partout, on ne savait pas quoi, sur les terrasses. Ça tirait. Est-ce qu'on tirait sur nous? Je ne sais pas, mais moi je sais qu'on tirait à 1 mètre de nous. Alors on a organisé notre défense. Bon an, mal an. Hein, à un moment, on a même dit, maintenant on ne prend plus note de rien du tout, on est en situation de combat. Hein. Vous voyez des soldats paisibles qui s'avançaient de hutte en hutte, et que grenades et massacrés et tout. Nous assistions à ça. Au loin, on entendait des hurlements. Ils ont été chercher donc les corps dans les sacs, qu'ils ont mis dans des sacs, et qu'ils les ont mis après dans le man, couchés, alignés. Et là, on leur a tiré dessus, donc les gars intérieurs, tout était débâché. Donc ils ont dû se coucher sur les corps pour éviter les balles. Et ils sont arrivés chez nous. On nous a demandé de plier bagages et de partir à l'hôtel. Bien trop disséminés dans la ville, les casques bleus belges ne peuvent envisager de riposte solide face à une éventuelle attaque. Plusieurs cantonnements sont abandonnés et la plupart des casques bleus belges se réfugient vers l'hôtel Méridien. On avait déplacé le poste de commandement à l'hôtel Méridien et puis tout le monde arrive et on a été chercher les dépouilles. Dans le coin du parking du Méridien, il y a les dépouilles qui gisent des réfugiés qui arrivent. On va envoyer la brigade paracommando sur l'aéroport. On peut aller chercher un tel, on ne peut pas aller chercher un tel. On va faire ceci, on va faire cela. Je sais qu'on a eu ordre à un moment donné de faire une lettre pour la famille. Pendant ce temps, le pays plonge dans le chaos. Armés de machettes, de bâtons cloutés, de grenades, les Hutus se lancent à la chasse aux Tutsis. Souvent, des listes de notables ou de responsables Tutsis ont été préétablies à l'avance, facilitant le travail des tueurs. België is diep geraakt door de moord op de 10 Paras en beslist om zijn troepen terug te trekken.
Meteen wordt de operatie Silverback op touw gezet om de paras naar huis te brengen. We zijn dus vertrokken vanuit Brussel. We hebben ons verzameld in Nairobi, het deelcontingent. En vanuit Nairobi kwamen de berichtgevingen binnen. Dus het was moeilijk. Er was slecht contact met lokale mensen. We wisten niet of het vliegveld bezet was. Was het vliegveld niet bezet? Was het vliegveld in handen van de militairen? Dus het was een beetje chaotisch. En men opteerde toen om 1 vliegtuig op kop te laten vertrekken. Ten meer dat het ook heel moeilijk ligt. Rwanda, de landingspiste ligt vlak over het militaire kamp van Kanombe. Dus het was daar ook dat vliegtuig van de president neergehaald is. Dus men besloot om 1 vliegtuig op voorhand naar daar te sturen. Al de rest zou blijven cirkelen in afwachting. En ik zat in dat eerste vliegtuig. Dus het was tamelijk beangstigend, zal ik het zo zeggen. We zijn geland en het eerste wat opviel als wij uit het vliegveld kwamen, uit het vliegtuig sprongen en ons posteerden in de grachten naast de piste, dat het schieten en in een oorlogssituatie bij manier van spreken terecht te komen. Dus dat was echt indrukwekkend, moet ik zeggen. Dus gans de stad die dus aan het einde van de pist ligt, dat was vuren en schieten langs alle kanten. Dat was vrij indrukwekkend. Wel, ik ben dus op de luchthaven gekomen. Wij hebben onze chirurgische antenne terug ingesteld. En wij moesten toen wij die aan het oprichten waren, ontbraken bepaalde materialen. En die materialen gingen wij proberen te recupereren in de chirurgische antenne die er al stond in de school van Don Bosco. Dus ik ben toen met de Fransen meegereden naar het school om dat te recupereren. En dan heb ik onderweg dus de mensen bezig gezien. En dat is toch wel afgrijselijk, laat ik het zo zeggen. Dat is afgrijselijk. Met een bebloede machette lopen, precies gedrogeerde mensen, overal lijken. Dat is niet te beschrijven. De eerste opdracht die we gedaan hebben was mensen, Duitse burgers gaan halen die hadden een lokaal station, radiostation, de Deutsche Welle. En dat was nogal vrij afgelegen. En die moesten we met een kolonne gaan halen. Onderweg werden we naar het verlaten van het vliegveld werden we al beschoten. Dan zijn we daar tussendoor moeten rijden om daarbij te komen. Dus bij dat radiostation. We hebben enkele trucjes moeten toepassen bij manier van spreken, omdat wij als Belgen niet goed gezien waren. Dus we hebben onze muts op een Franse manier gezet en we zijn zo naar die Duitse Welle gereden en we hebben die mensen dan ontzet. Het tweede akkefietje dat we gehad hebben is het psychiatrisch ziekenhuis van Ndera, waar wij dus de paters en de blanken ook weer zijn gaan evacueren. Ook daar hebben wij conflicten gehad, zijn we beschoten geworden. Die mensen zelf zaten in een belegering en het moeilijke, voor mij persoonlijk, het moeilijkste was dat dus in Ndera een grote concentratie was van Rwandese Tutsis die bedreigd werden door de lokale VAR en andere mensen die hun leven ten nastonden en dat wij die mensen moesten achterlaten. Dat vind ik het meest aangrijpende van de hele situatie. Ik ook een van die mensen ginder tegengekomen ben die ik voordien in de eerste 4 maanden al ontmoet had. En die ik achteraf op een documentaire van tv gezien heb dat hij het leven daar gelaten heeft. Dus dat vond ik eigenlijk best aangrijpend en
Dat heeft altijd een wrang gevoel bij mij gelaten. Dat ik voor die mensen niks heb kunnen doen. Ik had hem kunnen meesmokkelen met een auto, maar dat waren de richtlijnen niet. We mochten dat niet doen. Dus het was ook plaatsgebrek sowieso. Je kon geen duizenden mensen meenemen. Maar dat knaagt, dat wringt. Dat is pijnlijk. Of we kregen een opdracht om het personeel van de Griekse ambassade te evacueren. En als we daar naartoe reden, ook weer, dat was langs de grote weg langs het Méridien Hotel, waar het eerste para een PC had. En op die weg zijn we terug onder vuur gevallen. Iedereen, de kolonne stopte, iedereen vloog uit de auto's, de grachten. Ik probeerde hetzelfde te doen langs mijn kant, maar die deur was geblokkeerd, dus ik raakte er niet buiten. Dus ik moest langs de kant waar dat ze schoten naar buiten vliegen. Ik heb daar waarschijnlijk de 100 meter spurt een nieuw record gemaakt. Alleszins, ik werd daar beschoten. Blaren vlogen rond mijn oor vanuit de bomen. Dus. En dan achteraf zijn die rebellen komen vragen. Die kwamen dan langs de straatkant naar ons toe gemarcheerd. Waarom? Of wij met hun wilden vechten. Omdat iemand in de kolonnen had geantwoord op dat schieten. Maar wij konden niet zien. Het waren allemaal struiken. En blijkbaar achter die struiken lagen de rebellen geposteerd. En iemand had over het hoofd van die rebellen geschoten. En zij voelden zich toen bedreigd. En dan kwamen zij vragen of wij met hun wilden vechten. Dus het was een rare situatie eigenlijk. Dat is in een mum geregeld geweest met die mensen. En we hebben toen onze opdracht verder gezet. Van daaruit zijn we teruggereden. En wat dan ook heel typerend was. Dus de mensen waren overal aan het vechten. Wie is wie? We zitten op elkaar te schieten beneden in de vallei waar de vaartroepen. Bovenop op de weg zaten de rebellen. En telkens als wij met die kolonnen afgereden kwamen met die witte vlag. Tussen de huizen door werd je beschoten. En dan moest je weer even stoppen, contact nemen met die of die partij om een vrije doorgang te kunnen krijgen. En op het moment dat wij daar een tijdje stilstonden, zo'n ene keer tussen de huizen door, Adjudo, een van die mannen van de VAR, dus van de militairen, van de Rwandese militairen, die zijn opleiding gedaan had in Schaffen, die mij herkenden en die mij goeiedag kwam zeggen. Dat was dus vrij komisch eigenlijk. Dat was hilarisch. On est parti en moins de 48 heures comme il nous était demandé. Donc on est rentré au quartier, on a préparé l'équipement collectif, l'équipement personnel et on s'est rendu à l'aéroport de Cologne où on a chargé l'ensemble de l'escadron dans un Galaxy américain pour se rendre au Kenya, à Nairobi. Donc je dis pendant tout le temps du voyage, on n'a pas eu tellement le temps d'y penser. On allait réaliser une mission sur place pour évacuer nos ressortissants. Ça allait de soi, il n'y a pas eu de problème à ce moment-là. Op 9 april nemen 300 Franse parachutisten de luchthaven van Kigali in en begint de evacuatie van vluchtelingen. De 10e beginnen ook de Belgische paras zich te hergroeperen om naar de luchthaven te trekken. Na de terugtrekking van de Belgische troepen beschikt de VN nog slechts over een symbolische aanwezigheid van 300 manschappen. De VN verlaat Rwanda en laat de bevolking over aan haar lot. We hebben alle 230 piloten, bemanningen hebben deelgenomen aan de evacuatie vanuit Kigali. Ik heb nog een foto ergens thuis, denk ik, waar dat ik op de frontpagina van KNAK sta. Met een aantal mensen, nog niet helemaal alleen. Ja, we hebben daar zeker aan deelgenomen. Ik herinner mij één speciaal geval waar dat we allemaal lokale bevolking evacueerden. Ik had daar een papier bij gevraagd van de ambassade. Er waren ook mensen van de ambassade op het vliegveld zelf. Die
En ik zeg, oké, ik ga toch een bewijs moeten hebben dat ik die mensen mag meenemen, dat ik daar niet zelf over beslist heb. En inderdaad, als we daar in Nairobi kwamen, mochten die mensen niet uit het vliegtuig. Die hebben daar dus een tijd, toch wel minimum 24 uur in het vliegtuig gezeten. Er was een mevrouw bij die ziek was. We hebben daar dan een bed voor geïnstalleerd, zo'n berry. In C-130 kun je dat voor ziekenvervoer kun je dat installeren. We hebben daar de militaire dokter bij gehaald die mevrouw verzorgd heeft. We hebben het toilet geïnstalleerd op de C-130. Dat stelt niet veel voor, maar enfin, het is toch een beetje een afgesloten ruimte met een plastic zak in een pot. Dus het is... En die mensen hebben daar 24 uur in gezeten. We hebben dan ook gezorgd voor eten en dingen. De eerste reactie was dan... ze mogen er niet uit, ze moeten terug naar Kigali. Ik zeg, dat ga ik toch niet doen. Dan kun je de mensen even goed hier van kant maken eigenlijk. Dan was het volgende, je moet ze dan naar Bujumbura brengen. Dan heb ik toch ook gedacht, zou dat veel beter zijn, want daar zijn toch ook moeilijkheden. En uiteindelijk met rond te lopen op de luchthaven heb ik mensen van UNHCR, United Nations Humanitarian Commission, denk ik, tegengekomen. Ik heb hun het probleem uitgelegd en daarmee kwam de zaak dan toch in orde. En mochten de mensen toch uiteindelijk in Kenia blijven. En wat er nadien van hen gebeurd is, ik denk dat ze naar een tentenkamp initieel zijn gebracht en dan verder weg. Naar waar, weet ik niet meer. Maar we hebben ook zeer veel Belgen geëvacueerd. Er waren ook andere buitenlanders, andere Europeanen, Amerikanen zelfs, denk ik, die we geëvacueerd hebben. Nous ne sommes pas partis de gaieté de cœur, pas du tout, du tout. Moi je me souviens que dans le détachement, on s'est tous fait la réflexion, on s'est dit mais enfin, c'est pas possible, il faut qu'on reste, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on change notre mandat et qu'on puisse réagir, qu'on puisse faire quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Pour moi, c'est le point crucial de cette mission. C'est le fait que malgré que la situation ait totalement changé par rapport au mandat initial, le mandat n'a pas été adapté, les règles d'engagement n'ont pas été adaptées, et finalement, la mission pour laquelle nous étions là, il faut employer le mot, c'est un échec total. Un échec total parce que la mission n'a pas été remplie, c'est très clair, très clair. À partir du 20 avril, le FPR, avec à sa tête le général Kagame, va commencer à repousser les Hutus vers l'ouest du pays. Il libère les troupes qui étaient prises au piège à Kigali. De violents combats font rage dans tout le pays. L'avance du FPR jette sur les routes de l'exode les Hutus qui craignent les représailles. Fin du mois de juin, le génocide touche à sa fin. Le pays est presque entièrement aux mains des hommes de Paul Kagame. 12 civils belges perdent également la vie au Rwanda, soit massacrés, soit par manque de soins. De retour en Belgique, la plupart des militaires ne peuvent contenir leur amertume par rapport au fait que l'ONU n'ait pas permis d'intervention qui aurait peut-être empêché le génocide. On peut le comprendre, on est malgré tout heureux de revenir en Belgique, étant donné le climat qui régnait là-bas vis-à-vis des Belges. Mais disons qu'en tant que militaire, il y a quand même un sentiment de frustration par le fait que nous avons laissé là-bas les collègues avec lesquels nous avons travaillé pendant un certain temps. On avait un peu un sentiment d'une tâche qui n'était pas tout à fait accomplie, disons. Ici maintenant tout de suite, je suis content d'arriver ici et content de quitter l'enfer là-bas. Ça, maintenant, il va falloir un petit peu réfléchir à tout ça profondément et bien penser qu'on a été là pour rien. Le monde, nous sommes heureux de rentrer. C'est vrai que la situation là-bas n'était pas très claire, elle n'était pas facile à vivre. Néanmoins, tout le monde a fait son boulot et nous sommes heureux de rentrer. Heureux que tout se soit bien déroulé pour tout le monde. Là, je parle pour les forces qui sont parties pour intervenir. Et nous déplorons évidemment la mort des casques bleus, qui sont nos camarades également. Personnellement, j'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais je crois que ce n'aurait pas été l'avis unanime. Et je m'explique. Nous sommes partis très rapidement, donc en quelques heures, le régiment, ou du moins l'escadron,
s'est ébranlé et est parti vers l'Afrique pour une mission d'une quinzaine de jours. Donc nous étions prêts pour une quinzaine de jours. Il devenait de plus en plus difficile de rester plus longtemps. Les familles des paras assassinés commencent alors un long combat pour obtenir la vérité sur la mort des leurs. Au départ, on n'imaginait pas être pris dans un engrenage tel que ce combat. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, au bout de 20 ans, quand on regarde en arrière, en tout cas moi, maintenant je suis tout à fait sereine par rapport à ça. Et je me dis, bon, bien sûr, Alain est parti et ne reviendra plus, mais dès le départ on le savait. Mais moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Finalement, j'ai sacrifié 20 ans de ma vie. Pendant 20 ans, je pensais Rwanda, je dormais Rwanda, je me levais avec le Rwanda et on a cherché avec les moyens que nous avions. Mais on a eu la chance d'être 10 et je pense que vraiment je suis allée au bout de mes interrogations et ça a quand même été positif puisque au départ on n'avait aucun renseignement concernant ne fût-ce déjà que leur assassinat. On nous a dit que ça s'était passé très vite et qu'ils n'avaient pas souffert. Alors, quand le dossier est passé côté civil, là, grâce au juge Van der Merch, où là, on a vraiment eu un juge d'instruction irréprochable, le premier souhait des familles et des mamans, c'était d'avoir le rapport d'autopsie et les photos. Parce qu'on nous a rapporté une boîte, ils sont partis. Ils sont partis en bonne santé et puis sur une nuit tout bascule et on vous dit ça s'est très bien passé pour eux, ils sont morts très vite. Vous regardez les infos, vous voyez bien que ça ne se passe pas vite et très vite moi je me suis dit on n'a pas fait le détail entre la population rwandaise et les militaires. Donc la première question c'est de savoir comment sont-ils morts, qu'est-ce qu'on leur a fait, qu'est-ce qu'on nous ramène dans ce cercueil. Donc voilà, ça c'était la première chose à savoir. Mais après, toute cette préparation de cette mission, voir comment ça a été préparé avant leur départ, et puis voir comment ça a été géré aussi. Donc pour moi, je pense que j'ai été jusqu'au bout. Deze strijd kent 3 belangrijke momenten. In 1997 wordt een senatoriële onderzoekscommissie opgericht. De conclusies van deze commissie brengen tekortkomingen en fouten op 17 vlakken naar voren. In 2000 verrast toenmalige eerste minister Guy Verhofstadt tijdens een reis naar Rwanda de hele wereld met zijn woorden. Ils sont tombés sous les yeux d'un commandement indécis, ultime acteur irresponsable d'un système mal pensé, mal équipé, qui témoignait jusqu'à l'absurde d'une insensibilité gravement coupable. Nous leur demandons pardon. J'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. Dat discours vond ik helemaal op zijn plaats, maar dat was inderdaad heel confronterend. En ook omdat je weet dat de toenmalige oppositie de meerderheid van vroeger was, die daar natuurlijk helemaal niet achter stonden. Dus ja, dat was heel confronterend. Ook internationaal keken een aantal landen ook wel gek op. Want natuurlijk, als ze eerlijk kijken naar wat hun gedrag toen was, zouden zij ook pardon hebben moeten vragen. Eigenlijk heeft de internationale gemeenschap daar gefaald. Eigenlijk heeft de Verenigde Naties daar gefaald. Je kunt niet anders zeggen dan dat we daar stonden op te kijken en dat we niks gedaan hebben. Soms dan denk ik, ja, zo was het waarschijnlijk bij de verbrandingen en de gaskamers in Auschwitz ook. Hè? Alleen hadden we toch wel in 1994 wat meer media. Wat meer, was de wereld wat kleiner geworden omdat wij mobieler zijn geworden. Dus maar dat discours is tot stand gekomen in samenspraak met de mensen met het hart op de juiste plaats. Omdat we vonden dat het moest. Ik ben nog altijd heel fier en dankbaar dat ik daaraan heb mogen meewerken en dat Guy Verhofstadt zo moedig is geweest om dat te doen. Want het was tegen de stroom in hoor. Het was moeilijk en we lagen vaak onder vuur. Maar ik vind dat we gedaan hebben wat we moesten doen. Absoluut, ja. Alors,
Le discours de Verhofstadt, jamais on ne s'attendait à qu'il est aussi loin, en tout cas. On savait qu'il allait prendre la parole. On avait des liens très intimes avec Hilde et ils travaillaient dans l'avion. On voyait qu'ils préparaient leur discours. Mais ce jour-là, on était liquéfiés. Moi, j'ai transpiré. Je me dis, mais c'est pas possible. Être ici au Rwanda, être le 7 avril, finalement, revenir avec les plus hautes instances du pays et entendre ça 10 ans après. Ça résonnait. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai pris la parole dans le restaurant et je lui ai dit, vous avez eu des mots justes, des mots qu'on voulait entendre depuis 10 ans. Et aujourd'hui, je lui dis, après un drame pareil, je suis fière d'être belge. Het laatste belangrijke feit van deze strijd is de veroordeling van Major Ntuyaga als verantwoordelijke voor de dood van de 10 paras. Louis Michel. Madame de Batty, oui. Voilà, vous tenez ça en fricorne qui me dit, mais le juge Van der Merch est parti rechercher Ntuyaga en Tanzanie. Je dis, c'est une blague ou quoi? Non, qui me dit. Mais je tenais à ce que vous soyez informés, mais pas de fuite dans la presse, hein, parce que si ça ne réussit pas, bon... Ok, j'avertis comme je peux avertir les familles, oui. Calme plat, rien du tout. Ntuyaga arrive. Sinds maart 2004 werd hij vastgehouden in de gevangenis. 4 maanden later veroordeelt het Assisehof van Brussel hem tot 20 jaar gevangenisstraf. Évoquer cette période n'est pour moi certainement pas une chose facile, parce que ça correspond à une période de ma vie qui n'est pas particulièrement agréable à évoquer, en ce sens que même si ma famille, mes amis, mes collaborateurs et moi-même avons consenti pas mal d'efforts pour participer activement à une mission de paix, finalement, force est de constater 20 ans après que ça s'est soldé par un échec. Humainement, il est certain qu'une mission comme celle-là, ça reste une expérience humaine on va dire hors du commun quand même, hein, heureusement d'ailleurs que c'est hors du commun. Encore une fois, je reviens toujours à ça nous restera toujours dans le fond de nous-mêmes, un petit peu en travers de la gorge, de n'avoir pas pu remplir notre mission. Et il est certain qu'après une mission comme celle-là, où on a vu ce qui peut se passer, où on a vu la détresse et ce que certaines personnes peuvent vivre, on relativise beaucoup de choses. Et on arrête de se plaindre pour des pécadilles. Constituant la charpente des forces de paix des Nations Unies, vous avez su trouver l'attitude adéquate. Et vous avez amplement démontré combien le pays peut compter sur vous en des circonstances extrêmement difficiles. Vous étiez prêt à risquer votre vie pour venir en aide à vos concitoyens. Votre engagement professionnel mérite l'estime de tous. Les témoignages de reconnaissance des réfugiés que nous avons rencontrés dès leur retour au pays étaient unanimes. Nous réitérons toute notre sympathie et nos condoléances émues. À partir du moment où on accepte une mission, on doit l'accomplir jusqu'au bout. C'est vrai que nous, en tant que famille, on s'est dit, quand le drame est arrivé, l'assassinat nous dit « retirez-les de ce pays de sauvages ». Mais bon, avec le recul, quand on voit cette acceptation de mission, pourquoi ils sont allés là-bas? Il fallait aller jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas être spectateur d'un massacre de population comme ça, en se tournant les pouces, en étant spectateur et en se disant « Oh, moi j'ai aucune responsabilité, hein, ce sont des sauvages ». Nous, on n'a rien fait. C'était impossible de réagir. D'abord, montrer, et puis peut-être expliquer aussi à la population tout ce que les familles ont dû faire pour obtenir la vérité, quelque chose qui devait nous arriver naturellement. Et ça ne s'est pas fait.
Donc, malgré notre douleur, parce qu'on avait quand même perdu un être cher, tout ce que l'on a dû faire pour obtenir cette vérité. Et on leur devait finalement. Bruno Bassine, Alain de Batty, Christophe Dupont, Yannick Leroy, Stéphane Loire, Thierry Lotin, Bruno Mau, Louis Pléchia, Christophe Renoy, Marc Heutebroek, Christine André, Claire Beckers, Katia Boukiana, Albert Kramers, Olivier Dulieu, Antoine Godefriot, Paul Kézen, Hélène Lévesque, Gigi Michel, Annie Roland, Étienne Stalgrave, Paul Van Vingt. Bizimana Augustin, Bombo Bombo Claudien, Gaporizi Apollinaire, Abiyaremwe Pascal, Iyamureye Fidèle, Ishimwe Yarigozi, Kabayundo Beata, Kagambe Christine, Kamandi Siteria, Moshimiyamana Oliva, Mukamasabo Bonfilida, Mukaneza Erinaya, Mutaganda Dominique, Niyonsaba Atanas, Ntezi Aremwa Innocent, Nina Mamwiza Jacqueline, Nirazirorera Savera, Rubuguga Thomas, Rosibiza Aphrodis, Sebaungu Fidèle, Umwana Uta.